Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, Amaran. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez maintenant, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, économique et sociale de l'ONIS et plus généralement, bien évidemment, de la Charente-Maritime. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, de nouveau sur ce plateau Anne-Laure Babot, députée de la 2e circonscription de la Charente-Maritime. Pour m'accompagner dans cette émission, Yannick Picard. Bonjour. Indétrônable, toujours là. Bonjour Anne-Laure Babot. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Depuis que vous avez endossé le costume de député, on vous avait reçu lors de la campagne législative, hein, c'est ça ? Et vous avez d'ailleurs, donc, c'était le 6 juin dernier, il me semble, si je ne me trompe pas, vous aviez remporté donc, le match final face à Nordine Raymond, qui était lui candidat de la NUPES. Vous avez gagné avec quelques 300 voix d'écart, un petit peu plus de 300 voix d'écart. Quand on gagne avec un nombre de voix aussi, avec un écart aussi mince, qu'est-ce qu'on se dit à la sortie des résultats, et le soir et même les jours suivants, on se dit « Oh là là, il va falloir aussi que je compose avec ceux qui n'ont pas voté pour moi ». Oui, quand on a laissé passer un petit peu l'euphorie du résultat, avec la tête froide, quel a été votre sentiment, votre réaction après ? Alors, j'avais le sentiment, enfin, je crois qu'il y avait un écart un petit peu plus important, mais il faudra 350 revoir. Ou 400, enfin c'était... Mais bon, en tout cas, effectivement, le match, entre guillemets, était juste, mais j'étais très heureuse, d'être députée, et on s'est très vite mis en marche. On a mis en place notre équipe, mon équipe parlementaire. Très vite, on a été mobilisés à Paris, puisque le lundi, on était à l'Assemblée. Donc voilà, on est directement dans le grand bain, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Et on prend la mesure bien après, quand les choses reposent un petit peu. Vous avez été félicité par Nordine Raymond pour votre victoire ou pas ? Non, parce que vous étiez rencontré une fois, il me semble, en débat sur France Bleu. Sur nos oui, tout à fait, et puis sur les marchés aussi. Justement, vous dites en marche, alors moi je rebondis là-dessus, vous avez choisi d'appartenir au groupe MoDem à l'Assemblée nationale et non pas au groupe Renaissance. Pourquoi ? Alors que sur vos affiches de campagne, le président Macron apparaissait dessus. Oui. Mais le président Macron apparaissait sur les affiches des candidats Horizon et des candidats MoDem aussi. Donc, puisque c'est la majorité présidentielle. Oui. Mais donc, pourquoi, c'est ce qui nous rassemble. Ce choix du MoDem plus que de Renaissance, tout simplement ? C'est le groupe démocrate, hein, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, c'est le groupe démocrate et indépendant. Et la différence, pour moi, est importante. On reviendra peut-être sur le sujet par la suite. Donc, pourquoi le groupe démocrate ? Parce que ça s'est fait aussi, je dirais, par territoire. Il y a une forme de négociation des partis qui se fait. Et moi, je n'ai pas mis, que ce soit le groupe démocrate ou le groupe Renaissance. Voilà, pour moi, c'était la majorité présidentielle et une forme de loyauté auprès de notre président qui me convenait. Vous dites que ça s'est fait très vite. Hein, dès le lundi, on était à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, cette réflexion, justement, de choisir ce groupe, c'est venu comment ? Ça s'est fait quand ? Ça a dû être très rapide aussi ? Ou avant votre élection, vous aviez déjà réfléchi à cette possibilité ? Oui, avant l'élection, effectivement, ça faisait partie des échanges que je pouvais avoir avec le parti. D'accord. Avec les partis. Si vous le voulez bien, on va attaquer l'émission. On va parler d'agriculture, hein, parce que c'est votre combat aujourd'hui. C'est ce combat contre le prosulfocarbe. Enfin, en tous les cas, contre peut-être pas, mais pour un petit peu le limiter cet herbicide qui est très volatile et qui est utilisé bien évidemment dans l'agriculture. Alors c'est un dossier que vous avez pris à bras-le-corps. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que les choses avancent au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de la Santé, et puis sur le terrain surtout, parce que c'est là où le bas blesse, on va dire ? Alors, moi, j'ai fait en sorte de faire ma part avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, j'ai écrit au ministre de l'Agriculture, donc Marc Fesneau. J'ai fait un courrier assez technique suite à des auditions qu'on avait pu faire avec un de mes collaborateurs. Et puis, plus récemment, j'ai demandé à la DRAF et donc aux deux chambres de l'agriculture au niveau région et au niveau départemental de faire des contrôles de manière à rassurer et protéger le plus possible les riverains. Par rapport au courrier de juillet, donc j'ai une réponse du ministère qui m'a détaillé les différents moyens et études qui étaient en cours et moyens mis en place. Et puis par rapport à la DRAF, donc j'ai échangé hier encore avec la préfecture et avec les deux chambres. Les contrôles sont en cours.
Il y en a de nombreux, donc il y a des contrôles sur les quantités qui ont été achetées, utilisées par rapport au nombre d'hectares que les agriculteurs ont. Et puis par rapport aussi au moment où c'est pulvérisé, puisque de manière à ce que le produit se fixe, il faut que ça soit plutôt pulvérisé sur les moments où il y a de l'humidité. Donc, sachant qu'on est en période de pluie, donc on risque certainement que les résultats seront différents par rapport à l'année dernière. Lors d'une réunion publique à Mauroy, il y a quelques semaines, vous étiez engagé, vous avez dit, voilà, le prosulfocarbe est utilisé sur la période d'octobre à novembre, il va falloir essayer de trouver une certaine forme de modération. Pas l'interdire carrément, mais trouver un consensus. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a une solution de trouver? Est-ce qu'on utilise moins de prosulfocarbe en octobre et en novembre 2022 que les années précédentes? Alors, ce que me disent effectivement les agriculteurs, c'est qu'ils ont utilisé moins de prosulfocarbe, mais ils utilisent aussi d'autres molécules. C'est pas forcément, c'est ce que j'avais indiqué dès le départ, et c'est pour ça que je me suis pas positionnée vers un moratoire. Vous imaginez bien que du fait de mon parcours venant de l'agroalimentaire bio, je souhaite la sortie des pesticides, mais il faut être pragmatique. Aujourd'hui, les agriculteurs, en l'état actuel, sont obligés d'utiliser des phytosanitaires. Bon, j'aime pas le mot obligé, mais en tout cas, ils le font. Donc si c'est pas le prosulfocarbe, c'est un autre herbicide qui peut être aussi plus toxique. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas de solution qui soit saine. En tout cas, les agriculteurs n'ont pas une solution saine. Voilà. Alors, vers quoi on peut s'orienter? Parce qu'il faudra en sortir de tout ça à un moment ou à un autre. Bien sûr. Donc, ça fait partie des orientations aussi de l'Europe, dans le cadre du pacte vert européen, d'aller vers moins de phyto. Donc aujourd'hui, on n'est pas aux objectifs qui avaient été définis, mais néanmoins, sur les 10 dernières années, on a moins 20% de pesticides sur la France. Donc il y a eu une augmentation, je crois, entre 2019 et 2020. Mais sinon, globalement, sur les 10 dernières années, on est sur des baisses de pesticides. Donc ça va quand même dans le bon sens. Et il y a des moyens qui sont mis en place par le gouvernement. Il y a 20 milliards d'euros qui sont justement mis en place pour innover sur tous les sujets en termes d'agriculture, dont les produits biocontrôle. Et c'est ce que les agriculteurs attendent. Parce qu'il faut se dire que les agriculteurs sont les plus exposés aux phytosanitaires. Vous avez un dialogue constructif, raisonné avec les agriculteurs? Est-ce qu'il est tempéré, ce dialogue? Comment ça se passe? J'essaye effectivement de les écouter, d'écouter... Vous écoutez les deux parties? C'est ça, d'écouter tout le monde. Les jeunes agriculteurs m'ont reçu avec l'équipe donc sur une de leurs fermes. Voilà, on les a écoutés. Je leur ai aussi donné mes positions en essayant... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que je vois que vous avez aussi... écrit et été en relation avec les présidents des chambres régionales et départementales, Luc Servant et puis Cédric Trancard. Quels sont leurs discours? Est-ce qu'ils se disent non, on ne peut pas faire autrement, donc c'est comme ça? Ou qu'est-ce qu'ils vous disent en fait les agriculteurs quand vous allez discuter avec eux? Qu'ils ne peuvent pas supprimer les phytosanitaires aujourd'hui, mais que par contre ils sont dans une logique de diminuer. Mais il faut aussi dire que ça a un coût pour eux, ces intrants. Donc, on le voit, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, mais les prix flambent et aussi sur ces intrants chimiques. Donc, je dirais même d'un point de vue économique, ils ont tout intérêt à diminuer les quantités. Donc, pour cette raison, aussi parce qu'ils ont pris la mesure et ils ont une pression importante des habitants et qu'ils souhaitent que les prochaines études soient meilleures. Au niveau de la recherche, il y a des avancées concrètes, parce qu'on a l'impression que ça traîne, ça dure, parce que c'est pas le premier gouvernement, ça sera certainement pas le dernier à prendre à bras-le-corps ces problématiques, mais on a toujours entendu depuis 10-20 ans, oui, la recherche est en cours, mais en fait, on n'a pas grand-chose qui sort. Alors, j'ai pas encore rencontré, mais ça fait partie des visites qu'il faut que je fasse, mais des entreprises qui produisent des biocontrôles. Voilà, je sais qu'il y a des travaux dessus, mais je n'ai pas été moi-même voir où ça en était. Et est-ce que plus d'aide pour une conversion au bio des entreprises agricoles, ce ne serait pas une solution? Alors oui, effectivement, il y a des aides. Alors elle est décriée, mais il y a aussi la certification HVE qui a été mise en place, qui est quand même positive parce que ça amène à quelque chose de plus vertueux, ça amène les agriculteurs à avoir une démarche, une réflexion plus vertueuse. Voilà, ça va... Lesquels sont les plus difficiles à convaincre, les jeunes agriculteurs ou les anciens? Est-ce que les jeunes agriculteurs sont dans une démarche d'installation bio? Ils sont plus sensibles au discours, mais... Je ne pense pas que ça soit une question d'âge, c'est une question de parcours. Voilà, c'est une question. Est-ce que le bio, c'est la solution? On a le sentiment que c'est pas forcément la solution, parce que c'est plus cher.
c'est plus cher à produire, c'est plus cher à acheter pour les consommateurs. Est-ce que le bio est vraiment la solution parfaite, à votre avis? Alors là, il y a deux discours qui se confrontent, hein, puisque voilà, certains vont dire que c'est possible de tout faire en bio en gardant les mêmes performances, et puis évidemment, les agriculteurs en conventionnel disent l'inverse. Donc pareil, c'est des sujets, moi j'aime approfondir les sujets, et il y a encore du travail, il y en a encore des auditions à mener pour que je puisse me faire un avis vraiment tranché. Évidemment, personnellement, j'aimerais qu'on aille vers plus de bio. Mais il y a aussi une question on est sur une plaine céréalière sur notre territoire. Une plaine céréalière avec une large partie exportée. Et c'est ce qui est problématique sur notre territoire. C'est aussi pour ça qu'on a des taux particulièrement élevés. On a un autre sujet brûlant dont on parle depuis une semaine. Là, on se souvient des manifestations de Sainte-Soline, mais d'autres manifestations qui ont été assez virulentes. Les réserves de substitution qui sont aussi sur le devant du tableau. Quelle est votre position par rapport à ces réserves de substitution? Est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture? Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce qu'il faut, de toute façon, à un moment donné, faire des réserves d'eau pour que l'été, on ne se retrouve pas comme on s'est retrouvé l'été dernier? Ou est-ce que non, on se fourvoie, les agriculteurs se fourvoient là-dedans et il faut avoir un autre modèle agricole? Vous qui évoquiez il y a quelques minutes que l'on était sur une plaine céréalière, en fait. Tout à fait. Et je pense que les deux sujets que l'on vient d'évoquer posent la question d'une transition agricole au sens large. C'est pas qu'une question d'eau, c'est pas qu'une question d'intrants chimiques, c'est une volonté de faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Diversifier davantage, être moins en monoculture, accepter effectivement que sur notre territoire, on diversifie davantage, qu'on soit plus souverain, donc peut-être qu'on exporte moins certaines céréales. C'est tout un modèle économique à revoir. Voilà, c'est tout un modèle économique à poser et à revoir. Sur cette manifestation de Sainte-Soline, il y avait des élus qui étaient présents. Est-ce que c'était leur place, en fait, selon vous? Selon moi, non. Mais bon, je ne suis pas du tout fan des manifestations. Enfin, je trouve ça bien qu'il y en ait, mais pour ma part, je ne suis pas manifestante. Donc, je pense qu'on peut porter des sujets autrement. Donc, évidemment que les élus, notamment les députés qui étaient présents sur une manifestation qui n'est pas autorisée, je trouve ça regrettable. Est-ce que vous estimez que ceux qui protestent contre ces réserves d'eau, donc l'on appelle aussi bassines, sont dans leur droit? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que les agriculteurs ont aussi raison de dire oui, mais nous, il nous faut de l'eau parce que l'été, sinon on ne peut plus arroser? Et les maraîchers aussi souffrent. Il n'y a pas que les grands céréaliers. Qui a raison dans ce débat-là? Ils ont tous les deux raison? Les deux ont raison, et les deux parties ont raison de confronter leurs idées. Et d'ailleurs, la CDA organise une médiation qui va permettre d'échanger sur ces sujets de fond et qui va mettre en confrontation, c'est un petit peu violent, mais en confrontation ces idées, ces personnes, et j'espère qu'on arrivera. Il faut de toute façon, entre le bio et le conventionnel, essayer de rassembler. Il y a trop de séparation entre les deux modèles, alors qu'au final, les agriculteurs veulent la même chose. Ils veulent nourrir. Je pense aussi que personne n'a vocation à se lever le matin pour dire je vais mettre des pesticides et je vais rendre malade des gens et me rendre malade. Enfin, voilà. Donc tout le monde veut les mêmes choses. C'est juste comment, mais sur quel timing. Alors comment, timing, très bonne transition, on va rester sur l'eau. Un de vos collaborateurs était mercredi soir au conseil communautaire au Nice Atlantique à Longève, et il n'aura pas loupé cet événement, cette décision de justice qui aujourd'hui donne raison à un agriculteur par rapport à l'expropriation de ces terres qui étaient à destination de la construction de la digue nord de Charon. Donc on est bientôt 13 ans après Xynthia. La réaction du président de Nice Atlantique, Jean-Pierre Servant, se résume en 2 mots. Pas de foncier, pas de digue. Comment il faut réagir à ça? Est-ce que les habitants de Charon, depuis des années, se disent on est les oubliés des digues? On serait dans l'île de Ré, il y a longtemps que ce serait fait. Comment vous réagissez à ça? Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler encore avec Jean-Pierre Servant, et je vous avoue, on n'a pas encore eu le temps de débriefer du conseil communautaire. Du conseil communautaire et même du conseil de la CDA. Mais c'est problématique, hier. 13 ans après, un village qui n'est toujours pas protégé et qui a eu 3 morts quand même. Oui. Alors,
pour en avoir discuté avec monsieur le maire de Charron, Jérémy Boisseau, et puis aussi Sylvie Marcilly, notre présidente de département, il y a un PAPI qui est aujourd'hui mis en place. Donc les choses sont faites, je veux dire, d'un point de vue... Administrativement, les choses sont faites. Maintenant, il faut que ça se déploie. Et donc moi, je serais soutien, je l'avais dit dès le départ de ça. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas imaginer prendre des risques sur cette zone. Et que malheureusement, Charron, du fait de sa situation aussi géographique, un petit peu enclavée, tout au haut du département. C'est la seule commune de la CDC qui a une façade littorale. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Mais ça. derrière, il y a aussi là où vous êtes aujourd'hui, il y a Maran, et qui intrinsèquement, par la submersion, fluviale, peut être impacté. Et là aussi, on n'a aucune protection qui est mise en place aujourd'hui. Ils ont décidé, les élus, mercredi soir, de voter une étude 13 ans après. Oui. Moi, ça me paraît... ça paraît très surprenant. Est-ce que vous auriez un moyen, vous, en tant que député, un levier, un levier qui pourrait accélérer les choses, ou même d'être médiateur, parce que quand on a cet agriculteur qui dit non, moi je garde mes terres, il n'est pas question que Et la justice lui a donné raison. Hein. Bon, après, la SAFER peut faire appel de la décision, ça peut aller on peut reprendre encore des années et des années de procédure et des années sans digue. Est-ce que vous auriez, vous, un moyen de pression, un levier? Ce que je peux vous dire, c'est que du fait de mon territoire, je fais partie du Conseil national de submersion marine, de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de réunion formalisée, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels je vais pouvoir œuvrer au sein de ce Conseil. Et j'espère effectivement accélérer cette procédure. Et puis, on a proposé à la ministre Bérangère Couillard, ministre en charge de la biodiversité, de venir justement sur notre territoire. Donc j'espère qu'elle va répondre favorablement. Vous l'accompagnerez à Charron, Bien sûr. D'accord. L'objectif, c'est de lui montrer les deux zones, et Charron et Yves, puisque Yves est plus avancé, donc ça permettra de montrer aussi les différences. Yves, c'est presque terminé. C'est ça. On est toujours dans cette problématique, ce que je vous exposais tout à l'heure. Oui, Charron, sont-ils vraiment les oubliés des digues dans le département? C'est là la question. Oui, et plus largement un peu du territoire. Du territoire aussi. Vous avez un autre combat, c'est les plastiques dangereux, on a vu ça. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est quoi? Qu'est-ce que vous estimez comme plastique dangereux? C'est ceux qu'on retrouve dans l'océan et qui empoisonnent poissons et autres. Ce sont les plastiques que l'on trouve sur Terre, qui peuvent aussi empoisonner la biodiversité. C'est quoi votre combat là-dessus, sur les plastiques dangereux? Alors en fait, il y a 150 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans. C'est l'équivalent de 1 camion poubelle par minute. Donc avec 50% de plastique à usage unique. Donc le 6 octobre, le Parlement, l'Assemblée nationale a voté un texte pour interdire l'ensemble des emballages plastiques, donc à horizon 2025, s'il n'y avait pas de filière de recyclage. Donc voilà, c'est une avancée. C'est la continuité de la loi anti-gaspi et de la loi climat et résilience qui contraint davantage les industriels. Alors moi, la question que je me pose à chaque fois quand on me dit en France, on va contraindre, on va interdire, au niveau donc du territoire français, mais c'est un problème mondial, le problème du plastique. Donc d'un côté, on va effectivement réduire notre consommation de plastique et donc notre rejet de plastique et peut-être favoriser le recyclage, mais on a d'autres pays, c'est pas leur souci, et eux vont larguer en mer des tonnes et des tonnes de plastique. Comment on fait? À un moment donné, il y a quand même un gros déséquilibre. Est-ce qu'il ne faut pas contraindre la production mondiale de plastique et essayer, mais comment s'entendre? Parce qu'il y a des pays qui disent non, moi si je ne produis pas de plastique, mon PIB chute et ça devient très problématique. Est-ce que ce n'est pas dérisoire de faire ça au niveau de la France, par exemple? Effectivement, tous les pays ne sont pas aussi vertueux que l'on peut l'être, malgré ce qu'on peut dire. Et on le voit à la COP27. Nous, on essaye de faire notre part, mais nous ne sommes pas les plus gros pollueurs. Donc, notamment sur le plastique, on n'a pas tous les mêmes avancées. Les filières de recyclage dans certains pays comme l'Asie ne sont pas du tout mis en place. La sensibilité aussi à la pollution et aux enjeux climatiques ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, ce sont des enjeux énormes d'un point de vue mondial. Mais déjà, si en Europe, on arrive à faire avancer ces sujets-là, ce sera déjà grand. C'est ce que dénonçait Emmanuel Macron encore hier lors d'une interview. Il disait oui, l'Europe paye, mais le reste du monde ne paye pas, notamment pour le soutien des pays qui sont les plus impactés par la montée des eaux, notamment, et par les pollutions. Tout à fait. Donc c'est ça la chose, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul continent, entre guillemets, qui paie, alors que les autres, que ce soit les États-Unis, la Chine et encore l'Inde qui est derrière, ne fait rien, on s'en sortira jamais.
Tout à fait. Mais je crois que hier ou très récemment, l'Arabie Saoudite et la Chine a clairement exprimé le fait qu'elle était en désaccord avec les résolutions évoquées pendant la COP. La solution, ce ne serait pas d'arrêter de faire produire des choses en Chine et de les faire en Europe? Eh bien, oui. Mais c'est un vaste sujet qu'on peut avoir aussi sur l'agriculture. En fait, après-guerre, on est rentré dans un modèle de consommation à outrance. Il fallait produire. Donc aujourd'hui, ce modèle, il arrive à bout de souffle sur de nombreux domaines. Donc on parle très très loin, en fait, là, maintenant. Bien sûr. Et comment faire marche arrière quand, depuis 70 ans... Des habitudes ont été prises. Bien sûr, et les consommateurs... Alors, moi, je viens d'un milieu où je m'aperçois qu'on était dans un milieu protégé. Je veux dire, chez Léa Nature, les gens sont plutôt engagés. Donc on avait voilà, cette volonté d'avancer sur ces sujets. Et finalement, quand j'arrive à l'Assemblée et que j'ai envie de porter ces valeurs, je m'aperçois que de nombreux députés, qui ne sont que le reflet des habitants, des Français, mettent le frein sur des avancées. Donc ça ne fait pas l'unanimité, alors? Loin de là, même à l'Assemblée. Alors, sur le plastique, oui. Si, puisque le texte a été voté à l'unanimité. Mais globalement... Dans la philosophie des députés. Dans la philosophie des députés, pour avancer, je trouve que... Oui, c'est insuffisant aujourd'hui pour acter de grands pas. Parce qu'il y a une peur de la perte économique, en fait, liée forcément à des restrictions, puisque moins consommer, faire preuve de sobriété, c'est forcément réduire une part de l'économie. Et donc, éventuellement, mettre des gens sur la touche, parce que ça sera certainement une perte d'emploi. Oui, alors je pense que déjà, il y a une méconnaissance des enjeux pour beaucoup de Français. Donc, il faut continuer d'informer. Le rapport du GIEC il faut continuer à informer sur le rapport du GIEC, le fait que les scientifiques, depuis de nombreuses années, mais encore plus aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus dire on ne savait pas. Voilà. Mais... Enfin, voilà, il faut effectivement informer les citoyens, informer les députés. On voit que quand il y a des formations sur l'écologie, on a toujours un peu les mêmes personnes engagées qui viennent à ces formations. Et ça, l'Assemblée nationale a une vraie volonté de déployer, de former ces députés en ce sens. Oui, on l'a vu, on en reparlera à la fin de l'émission, notamment vous faites partie de la commission sur l'indépendance énergétique de la France, oui. Vaste sujet, on y reviendra à la fin de l'émission. On va sortir un petit peu de l'écologie, on va parler de vos permanences mobiles. On va revenir sur le terrain, votre terrain. Voilà, sur le territoire. Les permanences mobiles, c'était une obligation. Vous aviez le sentiment que la précédente députée n'avait pas suffisamment fait le job et vous vous dites, non, il faut que j'aille au plus près des citoyens et donc commune par commune. Alors, l'ancienne députée a fait d'autres choix. Il me semble qu'au début, elle avait essayé les permanences itinérantes, il me semble. En tout cas, moi, c'était clair. Avoir une permanence à Rochefort, les gens de Maran ne viennent pas, et inversement. Donc, pour l'instant, ça se met tout juste en route. Vous avez fait combien de communes pour le moment? On a fait les 7 communes. D'accord. Moi, je tourne, donc mes 2 collaborateurs sur le terrain tournent, et j'y suis donc une fois sur 7. Et donc, j'ai fait Maran récemment. Et Maran, on a eu 2 personnes qui sont venues. Donc on part. Au début, on était à rien. Aujourd'hui, on est à 2 voire 3 donc par permanence. Ils prennent rendez-vous, ils posent leurs questions à l'avance pour que vous puissiez leur ramener les éléments de réponse. Comment ça se passe? Non, ils prennent rendez-vous. D'accord. Voilà. Effectivement, parfois ils nous disent pourquoi ils veulent nous rencontrer. Ça nous permet aussi de voir, soit de réorienter avant, soit effectivement de les recevoir. Et puis après. Alors à Maran, ils sont venus pourquoi? Alors ils sont venus. J'ai eu un habitant de Charon qui est venu parce qu'il était mécontent de certaines choses sur sa commune. D'accord. Et puis, une autre personne parce qu'il a un projet, sa femme, son couple avec les 2 enfants, donc ils ont un projet de partir quelques mois, je dirais en vadrouille, donc de déscolariser quelques mois les enfants, et donc ils voulaient évoquer ce projet-là avec nous. Et donc c'était là-dessus que vous pouvez éventuellement intervenir sur cette déscolarisation, parce que là j'ai un peu de mal à... En tout cas, évoquer effectivement le choix professionnel du couple, pour voir si pendant quelques mois, de manière à pouvoir se réorienter professionnellement... C'est le rôle d'un député, ça? Alors, disons que... Alors, on reçoit en fait tous les jours des demandes qui vont en ce sens. Ouais. Qui sont des demandes pour pousser sur des logements,
Voilà, des situations parfois très critiques. On a une dame qui est venue nous voir sur Surgères, qui a son logement qui est comment dire, suite à une construction qui est en train de quasiment s'effondrer, hein, on peut le dire. Donc elle nous a demandé de l'aide parce qu'elle ne sait plus à qui demander de l'aide. Donc voilà, on a écrit à l'assureur pour qu'il prenne le sujet sérieusement. Thomas, un de mes collaborateurs, est allé même voir l'habitation afin qu'on puisse se prononcer avec des éléments. Et voilà. Vous allez rester sur ce format de permanence mobile ou est-ce qu'à l'avenir, vous aurez une vraie permanence fixe ou peut-être deux, hein? Non, l'idée, c'est vraiment de continuer sur ces permanences mobiles. Moi, ça me semble évident de venir sur les territoires au sein des mairies. Ça permet de voir les élus. Et puis les gens sont sur place, c'est toujours plus facile de se déplacer. Le prêt des salles est gratuit, comment ça se passe? Oui, le prêt des salles est gratuit. On a une commune qui nous a à un moment donné évoqué de faire payer, mais bon, voilà, vu que les autres ne nous l'avaient pas évoqué... Vous l'avez mis dans la balance, quoi, c'est ça? Vous avez dit les autres ne nous ont pas fait payer. C'est ça, ça va être difficile de payer à un endroit et pas... Donc finalement, ça c'est... voilà. C'est un service hein, que l'on rend, je veux dire, c'est du temps aussi pour nous d'aller sur les communes, de transport, c'est pas la même facilité qu'effectivement avoir une permanence et que les gens viennent à nous. Vous y allez en voiture électrique? En hybride. Vous recevez combien de personnes là depuis le début? Vous avez reçu combien de personnes dans l'ensemble des permanences je dirais une dizaine à peu près. Voilà. Vous avez le sentiment que les gens ont encore du mal à aller voir leurs députés? Moi, je pense qu'ils n'ont pas l'information pour l'instant. C'est comme tout, hein, les gens sont accablés d'informations, donc il faut juste que l'information passe. Donc au mois de janvier, on va faire une campagne d'affichage, on va relancer des flyers. On est allé sur les marchés faire un petit peu de distribution, mais on continuera à faire de la distribution. Ça permet déjà de voir les gens sur les marchés. Et puis en même temps de les informer. Et puis c'est bien aussi de faire des tournées de commerçants. J'aimerais avoir le temps de faire des tournées de commerçants, de donner le flyer avec les dates de permanence. Et ça permet de faire du bouche à oreille dans les communes. Voilà. C'est normal que pour l'instant, il n'y ait pas beaucoup de monde qui soit venu le temps que la formation passe. Votre prochaine permanence aura lieu où? Je n'ai pas en tête. Donc, là, je pourrais vous donner les informations. Sur votre compte Twitter, vous avez affiché que vous assuriez des permanences jusqu'au mois de décembre. Oui. Et donc là, vous nous dites que ça va poursuivre au mois de bien janvier. Sûr. Et ça va tourner. Mais c'est pas un peu chronophage, ça, quand même? Parce que quand même plus simple de recevoir les gens plutôt que d'aller les voir, parce qu'il faut s'organiser. Vous-même, vous disiez qu'il y avait cette contrainte de transport déjà tout à l'heure. Si vous prenez du temps, ça... Bien sûr. Après, ça fait partie du job. Du job, voilà. Pour moi, c'est la mission que je dois, c'est d'aller auprès des habitants. Donc, pour ma part, c'est une demi-journée, en fait, sur ma semaine pour la permanence. Mais qui est déjà bien remplie, la semaine. Oui. Les autres députés de Charente-Maritime font la même chose que vous? C'est quelque chose qui avait été discuté avant, notamment les députés qui sont du même bord politique que vous. C'était quelque chose que vous aviez Alors, je évoqué? sais qu'Olivier Falorni a une permanence fixe. Oui. Christophe Plassard, je ne sais pas où il en est dans ses permanences, mais je crois qu'il voulait aussi travailler sur du mobile, dans un format camion. Après, pour Raphaël Gérard, malheureusement... c'est un peu différent, et Jean-Philippe, je ne sais pas. Et au sein de votre groupe, là, donc, du groupe Modem, ça se passe comment cette idée? Est-ce que c'est novateur? Ils l'ont appréhendé comment? Alors on évoque peu les sujets de terrain. Vous parlez entre vous quand même? Oui, mais c'est vrai que peu des sujets de terrain, mais avec quelques-uns, je crois qu'ils sont partis sur du fixe. D'accord. Mais après, chacun a sa façon de... Mais c'est quand même novateur ce que vous avez mis en place, en quelque sorte. Si vous le dites. En tout cas, moi, ça me semble évident d'être au contact des citoyens, d'écouter, de les écouter et d'être là pour eux. Après, effectivement, sur des sujets, c'est pas purement du législatif et on réoriente. Mais vous écoutez quand même. Mais on écoute. Et puis, on essaye, voilà, au niveau du territoire, soit d'appeler le maire pour lui dire, voilà, je crois qu'il y a un souci, j'ai eu plusieurs remontées, je l'ai fait auprès de Sylvie Marcy sur un sujet. Voilà, d'essayer de... même si c'est pas notre objectif premier, on doit être le relais de communication des habitants. Donc Ludovic, quand tu voudras partir en vacances pendant quelques mois, c'est cela. Ce n'est pas partir en vacances pour ce cas, c'est une réorientation professionnelle. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté par contre, quand vous allez vous adresser par exemple au département ou aux certaines communes? Parce que faire passer l'info, c'est une chose, mais le retour, est-ce que voilà, les gens sont sensibles, disent, ah, la députée est venue, on va faire attention, on va essayer de prendre le dossier et de le mener à bien? Ou vous avez le sentiment quand même que c'est un peu mitigé, quoi? Alors, je n'ai pas suffisamment encore de recul là-dessus pour vous dire, mais on est accueillis globalement sur toutes les communes. Oui, ça se passe bien. Oui, quoi. on est bien accueillis. Ouais. Et sur d'autres communes, très bien.
Donc il y a des nuances. Il y a toujours des nuances, mais globalement, on est bien accueillis. Très bien, Laure Babot, on va passer tout de suite au pour ou contre. Le pour ou contre, je rappelle la règle du jeu. On vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Vous n'avez pas le droit de justifier votre pour ou contre, mais vous avez le droit à un joker. Yannick. Alors Anne-Laure Babot, pour ou contre l'utilisation du 49.3? Pour. Pour ou contre l'obligation du port du tailleur pour les femmes à l'Assemblée? Il y a eu le port de la cravate pour les hommes dans un certain parti, et vous? Puis aujourd'hui, le port de la veste, maintenant, obligatoire. Ça a été rappelé pour les hommes, en tous les cas. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port du tailleur obligatoire pour les femmes? Histoire de... Pourquoi pas? Globalement, les femmes se tiennent bien dans l'Assemblée. Il y a un message. C'est pas faux. Pour ou contre le retour de l'uniforme à l'école, collège et lycée? Pour. Pour ou contre l'obligation pour les députés de présenter un bilan annuel de leur action, donc aux administrés? Pour. Pour ou contre l'interdiction de l'émission Touche pas mon poste, présentée par Cyril Hanouna? Contre l'émission. Contre l'émission. Pour ou contre le contrôle d'alcoolémie des chasseurs? Pour. Pour ou contre un dimanche sans chasseurs? Pour. Pour ou contre l'interdiction des corridas? On en parle énormément tout de suite là en ce moment. Contre la corrida, pour la protection animale. Donc pour l'interdiction des corridas? Oui. Pour ou contre l'abaissement de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes? Pourquoi pas? Pour, plutôt pour. Et enfin, pour ou contre le classement... Alors là, c'est très, très local. Pour ou contre le classement du parc naturel régional du Marais Poitevin en zone humide. Juste pour précision, les élus ont voté contre. Les élus du parc ont voté contre. Vous êtes pour ou contre? Ça implique pas mal de choses, d'être labellisé, entre guillemets, zone humide. Joker. Joker? Il faut approfondir le sujet. Et je crois qu'il y a eu la même question du côté de Rochefort aussi. Parce que c'est une mesure, enfin c'est une mesure, c'est une proposition qui a été lancée par le gouvernement, c'est quelque chose qui... mais ça implique tellement de choses... Donc, vu que ça implique beaucoup de choses, je ne me suis pas encore déplacée sur le Marais Poitevin, donc... On va parler de la désertification médicale, si vous le voulez bien. Ça, c'est un sujet qui touche énormément de Français, et notamment de Charente-Maritime. On a l'enquête de UFCQ Choisir qui... tout le monde en a parlé, c'est clair, parce que c'est quelque chose qui a montré que la désertification médicale, même si on le savait déjà, est quelque chose de très, très concret et très pesant pour les administrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, ça non plus. Qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple? Donc, pour contextualiser, donc c'est une personne sur 10 aujourd'hui qui n'a pas de médecin traitant généraliste, une personne sur 3 qui habite dans un désert médical. Donc nous, on est sur une zone qui est tendue, donc pas considérée comme un désert médical, mais tendue. Aujourd'hui, les préconisations qui sont faites et sur lesquelles je suis assez favorable, c'est d'augmenter donc le nombre d'infirmières en pratique avancée, d'augmenter aussi le nombre d'assistants médicaux. Est-ce que vous pouvez nous détailler pratique avancée? Alors c'est de pouvoir faire des actes simples. Donc un champ de compétences élargi? C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc ça au niveau des infirmières et au niveau des assistants médicaux. Par exemple, les dentistes ont des assistants médicaux qui leur font des actes simples. On pourrait imaginer pour des généralistes d'avoir aussi des assistants qui fassent une prise de tension, par exemple, un petit rhume, des sujets qui sont courants et qui permettraient de décharger le médecin généraliste. Alors justement, la médecine par visio, vous êtes plutôt favorable? C'est quelque chose, ça va dans le bon sens? Oui, je pense que ça va dans le bon sens sur des choses aussi, pareil, des sujets qui sont simples et qui ne nécessitent pas un examen approfondi. Il y a un sujet qui fait débat, c'est l'obligation d'une 4e année d'internat dans une zone justement de désert médical. Vous pensez quoi, vous? En sachant qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont contre, oui. Ils sont en train de manifester. Ils ont manifesté hier, notamment. Ils se sont un petit peu, ils sont montés au créneau en disant, non, il n'en est pas question, quoi. On peut pas avoir une année de plus. On fait déjà énormément d'années d'études. Alors, je vais vous donner un avis, mais je suis pas experte sur ces sujets-là. Mais je trouve qu'effectivement, de rallonger le nombre d'études alors qu'elles sont déjà longues, ils sont sur un process long, et qu'à côté de ça, on manque de médecins, j'ai du mal
Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Oui. Il y a un paradoxe quelque voilà, part. il y a un paradoxe. Alors qu'il faudrait raccourcir. Je reviens sur les assistants médicaux que vous évoquiez tout à l'heure, cette idée. Est-ce que vous n'allez pas vous heurter au conseil de l'ordre, alors que ce soit des médecins ou des infirmiers? Parce que quelque part, peut-être vont-ils penser qu'on leur prend un peu de leur travail. Oui, mais aujourd'hui, il y a une problématique de médecins qu'il faut résoudre. Donc, on n'en est pas à savoir. Mais ils sont durs en affaires, quand même, les conseils de l'ordre. Oui, ils sont peut-être durs en affaires, mais aujourd'hui, les habitants ont besoin de soins. Donc, voilà, c'est pas acceptable de se dire, même en cas d'extrême urgence, qu'il n'y a personne autour de soi pour répondre. Ou on l'a vu aussi sur nos territoires. J'ai été alertée sur le fait qu'il y avait, même très récemment, un mort par suicide, et le médecin est arrivé plusieurs heures après. Un seul médecin spécialiste du centre antidouleur à l'hôpital de La Rochelle pour tout le département de la Charente-Maritime, ça vous paraît cohérent, ça? Non, insatisfaisant. On a été recrutés des médecins hors de France, en tous les cas en Europe. Certains sont venus, certains sont repartis. Est-ce que c'est encore une solution, ça, pour justement remplir ces déserts médicaux? Pourquoi pas? On peut continuer à faire que les communes ou les collectivités mettent mettent la main à la poche pour faire venir ces médecins et que... Voire les salariés, carrément. Ou les salariés, c'est peut-être la solution. Le salariat, effectivement, dans le milieu libéral, je pense que ça a du sens. Donc ça fait partie des pistes aussi à développer. Et après, faire venir effectivement des médecins d'autres pays, on a un besoin. Donc aujourd'hui, il faut œuvrer de tous les moyens que l'on a. Donc, en tous les cas, c'est clair, pour vous, pas d'obligation. On ne doit pas obliger les internes à faire une année supplémentaire. D'ailleurs, il y a certains internes qui disent, si c'est ça, moi je vais me réorienter et je vais faire autre chose, donc on va encore abaisser le nombre de médecins potentiels. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que... on peut se poser la question, est-ce que la profession ou les professions médicales attirent encore? Parce qu'il y a quand même un manque cruel. Est-ce que là aussi, à la base, il ne faut pas changer quelque chose? C'est pour ça que le salariat permettrait aussi de résoudre quelques problèmes. Parce que les médecins, aujourd'hui, choisissent leur lieu d'implantation. Il y a peut-être aussi une régulation qui peut se faire de ce point de vue-là. Exactement. Est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir sur leur lieu d'implantation, sur certaines zones qui sont saturées, il y a trop de médecins libéraux, par exemple, et d'autres à côté où il en manque cruellement? Est-ce que le législateur... On le fait pour les pharmacies, par exemple. Ne devrait pas intervenir là-dessus. Alors, les pharmacies peuvent être aussi un relais. On a parlé des infirmières, des assistants médicaux, mais les pharmacies peuvent aussi, sur certains actes, pourraient aussi... ça assouplirait un petit peu notre modèle. Et effectivement, on a quand même des pharmacies qui sont implantées dans les milieux ruraux. Donc... Mais réguler cette implantation de médecins, je reviens à ma question, est-ce que le législateur ne devrait pas se pencher là-dessus? Oui. Après, c'est un sujet effectivement complexe. On sait que les médecins sont opposés. Personnellement, je serais effectivement assez favorable à pouvoir réguler, au moins sur les premières années, en sortie d'études. On a un autre sujet qui est de toute façon d'actualité, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, les problèmes, et principalement les problèmes que rencontrent les entreprises vis-à-vis de l'énergie, le coût de l'énergie qui explose. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des petites entreprises? Alors on ne parle pas des grands groupes qui ont quand même plus de moyens pour faire face, mais les petites entreprises, les TPE par exemple, allez voir ces petits patrons qui souffrent. On parle des commerçants qui voient leur note d'électricité exploser, le coût des livraisons exploser aussi, puisque forcément, qui dit énergie et derrière, forcément dit coût qui explose. Est-ce que vous êtes allé voir ces patrons, ces petits patrons? J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir ces petits patrons, parce que l'agenda est dense et qu'on a fait de nombreuses autres visites. Mais effectivement, ils souffrent, comme de nombreux citoyens. Oui. Donc après, au niveau des aides, tout ce qui est gros consommateurs d'énergie, comme par exemple les boulangers, ont été aidés. Il y a un guichet d'aide qui a été mis en place avec 3 milliards d'euros de débloqués pour aider justement ces entreprises qui ont de fortes augmentations sur leur facture d'énergie. Un exemple concret, bon, ce n'est pas sur votre circonscription, mais c'est l'Hyper U de Beaulieu, par exemple, à Puybourg. Donc Mathias Burès, le directeur, a décidé d'enlever un néon sur 2. Il a calculé que sa facture d'électricité pour son magasin est passée de 400 000 € cette année à 800 000 l'année prochaine. Le chauffage va être baissé de 19 à 17 degrés. Bravo.
Bravo, vous dites. Alors, quelque chose qui va peut-être aussi vous réjouir, il a décidé à partir du 1er janvier de ne plus diffuser de publicité papier. Bravo. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de catalogue. Donc voilà, c'est l'enthousiasme. Ouais. Mais est-ce que, malgré tout, il n'y aurait pas une forme de bouclier aussi énergétique pour ce type d'entreprise? Parce que voir sa facture d'électricité multipliée par 2... Alors, je pense pareil, dans ce modèle que l'on a construit d'après-guerre, qu'on a appris à consommer à outrance alors que nos besoins réels sont bien moindres. Il faut revenir à la petite épicerie de quartier? Alors là, je me réjouirais. Mais effectivement, mais on y va doucement. Les gens retrouvent un peu les centres-bourgs. Pourtant, écologiquement parlant, c'est pas forcément une bonne solution, les épiceries de quartier, parce que ça oblige forcément les gens qui viennent de l'extérieur de la ville à entrer dans la ville. Il y a des problèmes de locomotion à ce moment-là, alors que regrouper tout au même endroit, ça aurait pu être une bonne solution. Écologiquement parlant, j'entends. Alors, je trouve qu'écologiquement parlant, et même d'un point de vue humain, redynamiser les centres-bourgs et que les gens consomment en ultra-local, c'est quand même la meilleure solution. Malgré tout, je reviens à ma question sur ces entreprises, je reviens sur Hyper-U, donc sur ce volume, ces 300 collaborateurs. Est-ce que sur ce modèle-là, il ne faudrait pas que l'État puisse aider ou mettre une mesure de limitation, d'augmentation des coûts énergétiques? Alors déjà, l'État ne peut pas tout subventionner. Et encore une fois, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on s'est créé des besoins qui sont aujourd'hui, qui sont superflus. Donc un néon sur 2, c'est bon. Bah, j'imagine qu'on se voit. non, bah, je ne suis pas rentrée dans le magasin, il faudrait voir comment ça se passe. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il imagine qu'il n'y a pas de risque sur ses ventes. Voilà, ça reste des son message est de diminuer sa consommation énergétique pour ne pas augmenter ses prix, hein, c'est clair. Hein, oui. Ça, mais c'est une très belle démarche. L'idée d'enlever un néon sur 2, ça vient de son personnel. Mais je ne connais pas ce monsieur, mais je trouve que c'est une très belle démarche. Et donc, je pense qu'effectivement, ça passe avant tout par une sobriété énergétique et que ce n'est pas un vilain mot. Les industriels, les collectivités locales et aussi les habitants doivent, les Français, en règle générale, tout le monde doit faire sa part sur ce sujet. Déjà, diminuer ce qui est superflu et après, effectivement, on peut parler d'aide. On va sortir de France, on va forcément, là aussi, un autre sujet brûlant, c'est l'Ukraine, qui est devenu véritablement incontournable. La question, c'est faut-il renforcer l'aide militaire à l'Ukraine? La France doit-elle continuer et surtout renforcer? Elle fait déjà sa part, mais pour vous, est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, vous l'avez dit, elle fait sa part et je pense qu'il faut évidemment accompagner l'Ukraine le plus possible dans cette sortie de crise. Alors la sortie de crise, mais renforcement militaire, il faut continuer aussi. Est-ce que l'un forcément va avec l'autre? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où il faut négocier avec Poutine? Je pense qu'il y a des échanges qui continuent, le président a des échanges réguliers avec Poutine et qu'il faut effectivement continuer. Il faut imaginer qu'après cette guerre, qui j'espère arrivera rapidement, viendra le temps de la paix. Donc, et surtout de la reconstruction. C'est ça, et de la reconstruction. Donc il ne faut pas couper le lien avec la Russie. Mais est-ce que Poutine reste l'interlocuteur? Ou est-ce qu'il ne faut pas changer d'interlocuteur à un moment donné? Est-ce qu'on peut encore discuter avec cet homme-là, qui est quand même accusé de meurtre de masse aujourd'hui, à votre avis? Oui, c'est ça. Si vous étiez, par exemple, présidente de la République, je ne suis pas dans les échanges entre le président et la Russie, mais... Non, mais dans votre fort intérieur, vous dites non, il faut se débarrasser de Poutine et puis essayer d'avoir quelqu'un d'autre un peu plus raisonnable, où vous dites, non, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, il faut absolument continuer à discuter avec cet homme-là. Je pense qu'au maximum, il faut continuer d'échanger avec la Russie. Il ne faut pas rompre le dialogue, donc. C'est ça, il ne faut pas rompre le dialogue. S'il y avait une commission parlementaire qui était créée justement pour entrer dans ces négociations avec l'aide du président, vous en seriez? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Non, pas particulièrement. Non. C'est un sujet important, oui, évidemment, mais je ne suis pas avertie sur ces sujets. D'accord.
On va aller faire un petit tour à l'Assemblée nationale, si vous le voulez bien. Juste un retour rapide sur votre installation, parce que j'imagine que ça a été un moment fort pour vous, puisque c'était la première fois. Comment ça s'est passé, les premiers pas dans l'hémicycle? Vous avez été surpris par l'organisation? C'est vrai que quand on est simple français, et qu'on n'a jamais mis les pieds comme moi à l'Assemblée, on se dit, mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pas une grosse usine à gaz, et puis c'est compliqué? Vous étiez déjà élu avant, mais à Salles-sur-Mer, hein, c'est ça, petite commune. Mais là, on change donc là, on change de dimension. Là. Comment vous l'avez ressenti la première fois où vous avez dû évoluer dans les couloirs de... Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a peu de temps pour se poser de questions. Il faut plutôt être en ordre de marche, pour ne pas reprendre certains termes. Donc, beaucoup de protocoles. Trop? Non, moi j'aime les règles, j'aime c'est l'ordre. Cadré, voilà, c'est cadré. Donc non, pas trop de protocoles, mais des protocoles effectivement à apprendre. J'ai été impressionnée la première fois où vraiment j'ai eu de l'émotion, c'est à l'élection de la présidente de l'Assemblée, puisque c'était la première femme à être présidente. Donc là, c'était un moment assez dans l'émotion, puis elle a fait un très beau discours. Voilà. Après, il en faut beaucoup pour m'impressionner. Je m'impressionne de choses très simples, une belle nature, par exemple, voilà, enfin, m'émerveiller. Je n'ai pas été émerveillée par mon entrée. J'étais plutôt, voilà, en ordre de marche. Donc, l'ordre de l'Assemblée nationale ne vous a pas émerveillé, en fait. Et c'est plus l'histoire qu'il y a derrière qui émerveille, voilà. Alors, vous arrivez, on vous remet une mallette, hein, je crois, avec tout un tas de choses. Vous pouvez nous la détailler un petit peu? Alors, dans la mallette, il y a notamment notre écharpe. Et puis après, quelques documents pour s'insérer. Pas de goodies? Non, pas de goodies. le pins et l'écharpe. Et donc, on vous fait visiter l'Assemblée, l'hémicycle? Comment ça se passe? Les différentes salles, les commissions, Alors, je crois que la visite a dû être faite par mon attaché parlementaire parisien, tout simplement. Et puis, on a un parcours d'intégration, de service à service, comme dans une entrée d'entreprise, ou pour récupérer le matériel informatique, pour savoir comment se passent les transports, voilà, tout simplement. C'est un parcours comme quand on rentre dans une nouvelle entreprise. Donc, pas impressionné, tant que ça? Non, je suis désolée, mais pas impressionnée tant que ça par ce parcours d'intégration qui est... et je pense que c'est important de démystifier aussi. C'est comme quand on rentre dans une nouvelle entreprise, il y a un parcours d'intégration avec... je dois récupérer mon téléphone, mon ordinateur, savoir comment il fonctionne, voilà, pour être efficace le plus rapidement possible. Là où j'ai été impressionnée, encore une fois, c'est tout ce qui a trait à l'histoire. L'élection de la présidente, ça a été un moment fort parce qu'en tant que femme, je me suis identifiée. Récemment, je suis allée voir le film de Simone Veil. Et là, quand on la voit porter des sujets qui me tiennent à cœur, on s'imagine, et quand on revient dans l'hémicycle, là, ça donne du sens. C'est quand il y a des sujets de fond, de l'histoire. Alors, histoire, il y a une question qui m'est venue depuis le début du débat, puis un peu en rapport avec la couleur de votre veste. Jean Lassalle, il vous manque dans l'Assemblée nationale, même si vous ne l'avez pas côté. C'est un personnage. Oui, il y a d'autres personnages. Mais Jean Lassalle, plus particulièrement. Oui, c'est vrai que ça faisait partie des personnages... un peu folkloriques, on va dire. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a d'autres personnages un peu, soit de la ruralité, ou au contraire très urbains, et parfois très excentriques. Des noms, non, non, pas forcément des noms, mais que ça soit chez LFI ou au RN, il y a certains personnages... C'est difficile de prendre la parole dans l'hémicycle? Alors, c'est surtout... il y a beaucoup de protocoles. Oui. Donc moi, j'ai pris la parole, je prends beaucoup la parole en commission notamment, parce qu'on parle souvent de l'hémicycle, mais c'est important de revenir sur le travail qui est fait en commission et en audition, puisque pour maîtriser les sujets, il faut mener des auditions, on n'a pas la maîtrise de tout. Et il y a un énorme travail de fait en commission. Donc je prends la parole en commission, et dans l'hémicycle, pour l'instant, donc moi je me suis exprimée, puisque j'étais porte-parole du texte sur le plastique, donc là j'étais à la tribune. Et après, il y a différents moyens de prendre la parole. Je n'ai pas encore pris la parole pour les questions au gouvernement parce que l'occasion ne s'est pas prêtée et que je souhaite prendre la parole sur un sujet qui fait partie de mon champ de compétences. Lequel ? L'agriculture, par exemple, ou le droit des femmes, ou la protection animale. Est-ce que ce n'est pas violent, ces débats dans l'Assemblée à certains moments? Ah si, parfois c'est Ça vous heurte? Oui, parfois c'est choquant. Parfois c'est sans limite. Donc oui,
c'est choquant. Mais ce qu'il faut retenir encore une fois, parce que les médias parlent beaucoup voilà, du chaos, entre guillemets, qu'il peut avoir parfois dans l'hémicycle, en commission, les échanges avec les oppositions sont beaucoup plus constructifs. Donc ça, c'est important de le relayer, parce que je trouve qu'il est un peu dommage de relayer constamment. Plus constructif que quoi? Que dans des conseils municipaux, par exemple? Non, que dans l'hémicycle. Que dans l'hémicycle, d'accord. Les échanges que l'on a en commission avec les oppositions sont bien plus posés et constructifs que les débats. Il y a du travail de fait en commun. Ah bah oui, bien sûr. Alors même si nous ne sommes pas d'accord, ça se passe dans le calme. Parfois, il y a un petit peu de chahut, mais ça reste respectueux. Oui, chacun défend ses idées. Voilà, tout à fait, comme un débat d'idées classique. Mais il y a un respect. Mais il y a du respect en commission. Alors que, effectivement, dans l'hémicycle, le respect... Alors, est-ce que c'est devant les caméras, le respect est-ce que c'est pas un côté folklore médiatique? C'est du spectacle, quoi, en fait. Clairement. On a l'impression d'être au théâtre, alors qu'encore une fois, en commission, c'est bien plus posé et respectueux. Alors, il y a pas mal de députés dont vous faites partie, qui c'est la première fois qu'ils mettent les pieds et qui sont députés. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de formation? Est-ce que quand on arrive et qu'on doit prendre à bras-le-corps certains sujets, etc., est-ce que vous vous dites pas, mais attendez, moi je ne connais pas, il faut qu'on me forme, il faut qu'on me dise les choses? Est-ce que là, il n'y a pas un défaut qui pourrait être assuré, défaut de formation qui pourrait être assuré par l'Assemblée, par le système parlementaire? Ou une forme de parrainage, peut-être? Oui. Alors, le parrainage, il y est d'une certaine façon, parce qu'on peut s'appuyer sur des députés experts, soit de notre groupe politique, soit d'autres groupes politiques avec qui on a sympathisé. Donc ça, c'est une chose. Après la formation, cette semaine, donc, le ministre en charge du Parlement, donc Franck Riester, organise des déjeuners en petit comité. Donc cette semaine, moi, j'étais conviée à un de ces déjeuners, et il a évoqué effectivement le fait de vouloir former les députés. Au protocole, à la prise de parole, voilà, de manière à mettre en place peut-être au respect, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rentre dans l'Assemblée, on est dans le grand bain. Vous êtes lâché dans l'arène. Ah, tout à fait. Donc c'est vrai que le mois de juillet, quand on prend ses fonctions, c'est un peu violent. Vous avez pris des vacances cette année en été? Durant le mois d'août, j'ai fait une petite coupure de 10 jours, et ça permet justement de réfléchir et de prendre un peu de recul, et ça s'est beaucoup mieux passé au retour. donc voilà, donc effectivement, il y a des formations. Aujourd'hui, le ministère du Parlement, en charge du Parlement, veut mettre en place des formations, et c'est très bien. Il y a la possibilité d'être parrainé. Voilà, on est aussi accompagné par le groupe politique sur lequel on est. Mais ça vous choque pas que ça soit seulement maintenant qu'on se dise ça serait bien de former les députés et de les aider à comprendre un peu mieux le système, et surtout quand ils sont novices? Oui, c'est sûr, ça fait c'est fou. Depuis longtemps. Mais tout comme au sens large, les élus locaux, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de renforcer, voire une obligation de formation? Alors il y a une obligation de formation sur les élus locaux. Oui. Bon, c'est une formation d'une journée. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on en retrouve souvent à la barre du tribunal judiciaire pour des choses dont ils ne sont pas responsables en tant que personne morale? Mais est-ce qu'il ne faut pas élargir le cercle, justement, et former tous les élus? Alors, sur les élus locaux, il y a quand même une formation. Il y a une formation d'une journée, il y a et il y a des moyens mis en place pour effectivement faire des formations régulières. Même si c'est insuffisant, ça a quand même évolué. Je crois que c'est le dernier quinquennat d'ailleurs qui a fait évoluer cette enveloppe et l'obligation d'avoir une journée de formation. Sur les députés, donc il n'y a rien de mis en place. On n'a pas de formation. Alors on a une enveloppe mensuelle qui nous permet qui est utilisée comme on le souhaite. On peut faire des formations par nous-mêmes. Mais c'est à vous de les trouver. Mais c'est à nous de les trouver, effectivement. Il n'y a pas de catalogue. Oui, non, personne ne nous oriente, effectivement. Vous êtes formé, vous, pour le moment? Ah, j'ai eu aucune formation. Aucune formation. Non. Alors j'ai pris moi, j'avais fait par le passé des formations de prise de parole. Oui. Et donc là, j'avais initié quelques formations, mais j'ai du mal à trouver le temps, je vous l'avoue. Et après, il y a une chose aussi qui est importante. Moi, j'ai fait le choix d'avoir 2 collaborateurs qui étaient expérimentés, qui avaient déjà suivi un député, et ça fait la différence par rapport à d'autres députés qui prennent des gens qui sont totalement novices. Donc ça fait 2 novices ou 3 novices dans la même équipe, et là c'est très compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, ils le disent. Donc moi, je suis contente d'avoir fait ce choix. Voilà, Alexandre et Nathan notamment, sur Paris, ça aide énormément.
on l'a un petit peu évoqué en début d'émission, vous avez un nouvel allié au sein de votre groupe démocrate qui s'appelle Olivier Falorni, qui n'était pas de votre bord politique, même s'il était très proche quand même, pas si éloigné ça, il n'était pas à l'opposé dans l'hémicycle. Olivier Falorni qui vous a rejoint donc dans ce groupe démocrate. Comment vous avez réagi quand il s'est dit « Ah, moi, je veux rejoindre le groupe démocrate, je veux plus être tout seul » parce que c'était un peu ce qui lui pendait au nez. Alors moi, je trouve ça positif pour le groupe. Il apporte des choses ? Alors, il apporte en tout cas une caution qui me semble très intéressante pour le parti. Donc, tout à l'heure, on l'a évoqué. Aujourd'hui, le groupe MoDem s'appelle Démocrate et Indépendant depuis très peu de temps. Et je trouve que ça donne une nouvelle image au parti qui me convient bien mieux, qui est une image vraiment centriste. Et l'arrivée d'Olivier Falorni, avec un parcours de gauche, conforte en fait ce positionnement. On a vraiment des députés au sein des démocrates indépendants qui viennent de tout horizon et qui font toute la richesse, ce qui fait qu'effectivement on n'est pas parfois très en opposition sur des sujets, mais voilà, c'est débattu de manière très constructive. Donc vous échangez avec Olivier Falorni ? Oui. Vous partagez le même carré TGV quand vous faites vos allers-retours à Paris ? Oui, c'est arrivé encore cette semaine. Ouais. Donc les échanges sont cordiaux. Oui, tout à fait. Sur les combats qu'il mène depuis plusieurs années, vous partagez aussi ? Sur la fin de vie, oui, je pense que justement son arrivée aussi au sein du groupe va faire avancer ce sujet, au sein de notre groupe en tout cas. Un sujet un peu plus léger, se faire enterrer avec son animal de compagnie, est-ce que c'est... Alors là, sujet très sensible, pourquoi pas. Et j'ai 2 merveilleuses chiennes qui partagent ma vie, et donc pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ce n'est pas si risible que ça. Non. Ça fait sourire, mais effectivement... Sujet sérieux, donc. Sujet sérieux pour moi. C'est surtout le côté pratique. C'est surtout et pour Olivier Falorni. Si le maître part avant les animaux, est-ce qu'on réouvre la tombe pour pouvoir remettre les aliments ? Enfin, c'est compliqué quand même. Côté pratique est un peu difficile. J'entends. Vous avez participé, on le disait aussi, à la commission d'enquête sur l'indépendance énergétique de la France. Alors, on va revenir sur des choses plus sérieuses, entre guillemets. Moi, je vous ai vu poser des questions à un personnage relativement important, c'est Jean-Marc Jancovici. Je rappelle qu'il est ingénieur, enseignant et conférencier français, et qui est le président du Shift Project, qui est un think tank très, très important pour réfléchir à l'avenir de nos énergies et de l'écologie. Est-ce qu'il a notamment créé le bilan carbone au sein de l'ADEME, c'est ça ? C'est ce que j'allais vous dire, oui. Et comment vous partagez les analyses de Jean-Marc Jancovici, qui est relativement tranché, clair, qui n'est pas forcément dans les petits papiers des écologistes, parce que il est aussi pro-nucléaire, et donc là, il y a forcément... dissonance. Comment vous analysez ces prises de position à Jean-Marc Jancovici ? Est-ce que vous êtes totalement d'accord avec ce qu'il dit ? Alors déjà, je pense qu'il faut écouter les scientifiques sur tous les domaines sur lesquels on se positionne. Sur cette audition, les écologistes étaient vraiment à l'écoute. Une petite prise de bec quand même sur la fin. Globalement, il y a eu le nucléaire. Oui, mais globalement, il y a eu une écoute aussi des écologistes qui ont partagé certains points de vue. Je le trouve, assez aligné avec les partis pris du gouvernement sur une diversification du modèle énergétique. Et voilà, je le trouve très intéressant, très clair. Vous partagez son avis sur le fait que l'indépendance énergétique de la France est absolument impossible aujourd'hui ? Oui, il l'a dit, puisque effectivement, toutes les énergies sont imbriquées les unes entre les autres. Donc, comme il l'a évoqué, on n'a jamais été en fait indépendant énergétiquement et on ne peut pas l'être. Donc on ne peut pas se passer d'énergie fossile, en fait. Il faut, tout en ayant une certaine sobriété, les utiliser. C'est ça, il faut sortir des énergies fossiles, mais je pense qu'on aura... on aura toujours recours. Toujours recours à un minimum. Mais l'idée, c'est d'en sortir. Il le disait aussi, les gens sont mal informés, parce que forcément, dans les grands médias, on va sur des sujets un petit peu polémiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux informer les gens là-dessus, sur cette problématique d'indépendance énergétique, principalement, puisque c'était l'objet de cette commission ? Alors déjà, je voulais revenir sur le pro-nucléaire.
il l'a dit, et c'était intéressant, c'est que les médias s'emparent en règle générale du fait qu'il est pro-nucléaire. Pour ne parler que de ça. Voilà, mais il n'est pas que pro-nucléaire. Il est vraiment effectivement favorable au nucléaire, mais aussi favorable à une vraie diversification et aux énergies renouvelables. Donc ça, je pense que c'est important de resituer. Et du coup, pardon, Ludovic, j'ai mâché votre question. Non, ce que je vous demandais, c'était est-ce que pour vous, en fait, je ne sais plus non plus, j'ai perdu ma question. Voilà, c'est pas grave. Donc, en fait, oui, concernant cette indépendance énergétique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Français soient mieux informés et ne passent pas uniquement par des grands médias qui font le spectacle là aussi, avant de parler du fond et qui ne parlent que de la forme. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'était pour le modèle agricole. En fait, globalement, ou pour les enjeux climatiques, globalement, nous sommes peu informés. Et il faut rabâcher aujourd'hui les enjeux que l'on a à changer de modèle. Mais il y a de plus en plus quand même d'émissions autour de ces sujets. On le voit même la semaine dernière, il y a une émission, j'ai vu quelques brides, mais sur BFM. Donc voilà, sur ces médias-là doivent faire leur part aussi. Et pas faire que le buzz. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il on va pas sur BFM, mais c'est compliqué. On va passer tout de suite aux questions du web. Donc c'est une nouvelle rubrique qu'on a mis en place et en fait on a eu des questions. On demande aux internautes de nous envoyer des questions en amont de l'émission pour pouvoir vous les poser. Comme ça, nous on se décharge, c'est plus simple pour nous. J'ai une première question de Roland qui habite Cranchaban, donc pas très loin d'ici, qui est en tous les cas sur la 2e circonscription. Alors lui, ça touche plus le carburant. Je vous la lis. Ma question porte sur l'utilisation du carburant E85. Il existe 2 possibilités pour ce faire, les fameux boîtiers et la reprogrammation qui est de plus en plus utilisé. Donc le boîtier que l'on rajoute dans le moteur pour économiser la consommation de carburant. Et il parle de reprogrammation du moteur. Là, par contre, c'est moins cher et les résultats, selon lui, sont plus fiables, mais ce n'est pas légal. Est-ce que il vous demande si vous ne pourriez pas poser cette question au gouvernement et à la rigueur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait légaliser cette partie-là qui semble plus juste, plus fiable? Alors c'est une question très technique, donc je me permettrai de me poser... Mais est-ce que vous pourriez poser cette question au gouvernement? Mais évidemment, ce que je lui propose, c'est de récupérer sur la question ou de m'écrire sur l'adresse email de l'Assemblée, comme de nombreux administrés, en me formulant sa demande, et on pourra voir avec le ministère, c'est quoi parce que là, forcément, il y a un changement de loi, il faut légaliser. On peut se renseigner. Un petit peu plus compliqué. Petite question. Oui, alors c'est Pascal Le Courson qui, lui, s'intéresse à la réserve parlementaire qui n'existe plus. Donc, il explique dans sa question que ça pouvait servir à aider certaines associations, certaines communes pour la construction de projets. On évoquait tout à l'heure hors plateau les city-stades, par exemple, dans les petites communes rurales. Donc, est-ce qu'il faut y revenir à cette réserve parlementaire ou pas? C'est sa question. Alors, moi, ce qui me gêne dans la réserve parlementaire, c'est que c'est très subjectif et que ça met dans une position très délicate le député qui, on peut imaginer... il y a le copain, donc on va donner au copain. Lui, je l'aime pas, je vais pas lui donner. Tu as soutenu ma campagne, voilà. Voilà, donc ça nous met dans une position délicate. Donc moi, je suis pas favorable. Voilà. Alors moi, je vais aller au-delà de cette question, mais comment un député de terrain, comme vous vous présentez aujourd'hui, peut venir au soutien de peut-être d'associations ou de petites communes dans la difficulté? Alors, aujourd'hui, il y a des dispositifs au niveau préfectoraux, donc avec ce qu'on entend de temps en temps, la DETR, la FDVA, la DECIL. Voilà, ce sont des aides que la préfecture octroie dans le cadre de commissions. Donc, et notamment, les associations peuvent demander à être subventionnées sur certains projets. Donc, il y a quand même des aides qui sont mises à disposition, mais qui sont vraiment organisées, validées par une commission et pas juste une simple personne. Et on est au niveau de la préfecture, là. Voilà, tout à fait. Donc, c'est plus neutre. C'est pas une seule personne, le député, qui va décider de donner ou non de son enveloppe. Maintenant, par rapport au soutien que le député peut faire, on peut soutenir de manière indirecte des associations. Par exemple, on a rencontré une association autour des droits des femmes récemment. C'est de communiquer auprès du ministère sur le fait qu'on a une association qui est un peu différente des autres. La solution, c'est de vous écrire, en fait, c'est ça?
Oui, de nous écrire. Ou de venir vous rencontrer dans vos permanences. Voilà, et puis que nous, on vienne rencontrer les associations sur leur site et qu'on puisse échanger. Vous pouvez porter leur parole Tout à fait, bien sûr. Ça marche, ça Ben, Vous allez tester, en fait. Voilà, on va tester, notamment par rapport à cette association des droits des femmes. Ça fait partie des sujets que l'on va évoquer. Sur certaines associations où il y a des vraies différences aussi, où le territoire apporte un vrai plus, je pense que c'est important de porter. On a une dernière question. Alors, il y en a eu plusieurs, donc on remercie bien évidemment les internautes qui ont joué le jeu. Qui ont joué le jeu. Pour la première fois. Pour la première fois. Catherine, qui habite Saint-Rogatien, on a assisté à l'Assemblée à des propos et des attitudes racistes. Alors, venant du Front National, mais en fait, c'est le Rassemblement National, ne pensez-vous pas qu'il faudrait que les amendes soient plus importantes et que les exclusions soient plus longues? Enfin, la durée des exclusions soit plus longue. Donc, quand on dépasse un peu les bornes. Déjà, par rapport aux propos, on l'évoquait tout à l'heure, parfois les propos sont inacceptables et clairement d'avoir des propos racistes dans l'hémicycle, ce n'est pas acceptable. Vous y avez assisté? Oui, j'y étais. Mais après, entendre la subtilité du début de la phrase, je pense que c'était un peu compliqué. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit l'une ou l'autre des deux versions, de toute façon, ça n'avait pas sa place dans l'hémicycle. Après, le LFI a aussi instrumentalisé l'événement. Voilà, ça, nous, on le voit, je dirais un peu en off, mais quand les députés sortent et vont voir aux 4 colonnes la presse pour dire il s'est passé ça, et en disant voilà, on a eu des propos racistes envers moi, c'est un petit peu immédiat. Il fallait du recul, il fallait regarder effectivement les vidéos, relire les notes qui avaient été prises par les huissiers. Voilà, un petit peu de contrôle. Et là, ça a été très instrumentalisé, quoi. Donc si on revient à la question de cette dame... Donc, propos racistes dans l'hémicycle, non. Des sanctions plus sévères. Et des sanctions plus sévères, oui. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu court, même si c'était la peine maximum. C'était la peine maximum, mais effectivement, ça semble un peu court pour de tels propos. Alors, Babo, on arrive à la fin de l'émission, et comme vous le savez, puisque la dernière fois, c'était exactement la même chose, vous avez 2 minutes de carte blanche. Nous, on va se taire, on va vous écouter. Vous pouvez revenir sur un sujet que l'on a déjà évoqué, ou en évoquer un que l'on n'a pas évoqué ici. Voilà, c'est à vous, 2 minutes. Très bien, merci. Donc, je souhaite recentrer un peu la discussion sur les sujets qui sont les miens, qui sont donc l'agriculture et qui est très alignée avec les problématiques de territoire, et qui sont aussi des sujets autour du droit des femmes, puisque je fais partie donc aujourd'hui de la commission des affaires économiques, où sont traités les sujets d'agriculture, et aussi à la délégation des droits des femmes. Et donc prochainement, j'espère pouvoir évoquer avec vous des sujets autour du handicap et des droits des femmes, mais plutôt chez les jeunes femmes. Voilà, c'est des sujets sur lesquels je travaille. Et deuxième chose que je souhaite évoquer plus largement, et là ça a une dimension plus de terrain, j'ai vraiment le souhait de construire un projet collectif, de fédérer les élus, de fédérer un maximum d'administrés autour de projets et voilà, de rassembler. Je pense que c'est important dans le contexte actuel, quelles que soient les étiquettes politiques, d'écouter, de rassembler et aussi de travailler sur des sujets législatifs avec des citoyens et des élus. Mais il va vous falloir des journées de 48 heures, là. Ça va être chaud. Et oui, c'est complexe. Les semaines sont denses, et pour moi et aussi pour mon équipe. Merci Anne-Laure Babou, merci pour votre participation. Merci plaisir. D'avoir accepté. Merci Yannick. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, vendredi prochain. Alors là, on va parler de toute autre chose, quoique. Nous serons avec Yanis Suir. Yanis Suir, c'est un écrivain et un éditeur, et c'est surtout le directeur du Centre vendéen de recherche historique. Il a sorti un énorme bouquin sur La Rochelle, avec des reproductions de plans de masse extraordinaires. Donc on va pouvoir discuter patrimoine la semaine prochaine avec lui. On va on va sortir de la politique. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine.